messieurs, ONG, gouvernements et institutions internationales, beaucoup d'acteurs interviennent dans la prévention des cas de grossesse en milieu scolaire. Et pourtant, selon les chiffres publiés par l'UNICEF au Mali, au total, plus de 9000 cas de grossesse ont été enregistrés entre 2013 et 2019, soit une moyenne annuelle de près de 1200 cas en milieu scolaire. Au Bénin, 1122 cas de grossesse ont été enregistrés dans les lycées et collèges au cours de l'année scolaire qui s'est achevée. Les données publiées par le ministère kényan de la Santé montrent que dans un seul contrée, environ 4000 adolescentes sont tombées enceintes durant l'année scolaire 2019-2020. Ce phénomène contre l'éducation des filles à la limite ronge tout le continent tout entier. Et pourquoi cherche-t-elle à découvrir le sexe avant le mariage, se demande beaucoup. À quoi servent véritablement les nombreuses séances de sensibilisation et de prise de contact et également les lois votées dans ce sens. Augmentation des grossesses en milieu scolaire, kit de mesures de prévention, c'est le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Kwasi Athanase Kadia. Vous êtes pasteur, coach en développement intégral. Merci pour votre présence ici. Merci beaucoup. Merci. En face de vous, c'est Sandra Adjahou, elle actrice du cinéma également. Mais vous voyez, donc, sa présence sur ce plateau se justifie amplement. Sandra Adjahou, bonsoir et merci d'être là. Je vous en prie, bonsoir. Alors, pasteur Athanase Kadia, Sandra Adjahou, quand le directeur a découvert que j'étais enceinte, il m'a appelé dans son bureau et m'a dit exactement ceci: vous devez quitter notre école immédiatement parce que vous êtes enceinte. Et là, c'est une réaction d'une écolière au Kenya par ces temps de Covid où le nombre de grossesses en milieu scolaire a enflé. Quelle est votre réaction en suivant donc cette déclaration de cette jeune fille, Sandra Adjahou? C'est vraiment triste. C'est dommage que ce soit une autorité de son établissement qui lui demande de partir. Parce que, en temps normal, dans une situation pareille, les enfants déjà passent la plupart de leur temps à l'école. Donc, les enseignants constituent en même temps des parents, c'est-à-dire que ceux-là qui pourront mieux éduquer les enfants après les parents, si on met le côté scolaire à côté. Donc, en temps normal, en tant que directeur d'école, il ne peut pas chasser l'enfant. Bien au contraire, il devait échanger avec cet enfant-là et puis essayer de contacter les parents et ensemble, ils vont définir de quoi faire pour l'avenir de cet enfant qui est carrément hypothéqué. Voilà. Pasteur Kadia, vous êtes père de famille. Si votre fille revient à la maison, vous explique que le directeur l'a renvoyée simplement parce qu'elle est en état de procréer. Quelle sera votre réaction? Ok, merci beaucoup. Au fait, non, bon, je vais, mais non, bon, si c'est ma fille, vous avez dit, et ça va me choquer un peu, mais en tant que père de famille, je dois savoir maintenant. C'est comme on dit, le vieil tiré, il faut le boire. C'est comment gérer maintenant qu'il reste. Et un responsable d'école qui pose des actes comme ça c'est irresponsable. Et si c'était son enfant? Et deuxièmement, est-ce que lui, le directeur en tant qu'autorité de l'école a joué son rôle comme il faut et ça l'a arrivé? Donc on ne peut pas rejeter les enfants à cause de ça. Alors, vous toucher là du doigt un sujet, un point essentiel donc de cette émission, la responsabilité donc de l'école. Est-ce que vous pensez que c'est la faute aux responsables d'établissement pour qu'on enregistre autant de grossesses en milieu scolaire? Non, la responsabilité à plusieurs niveaux. Ça, là, si on va situer les responsabilités, c'est à divers niveaux. Alors, quand on prend par exemple le cas de l'école, parce que vous estimez tout à l'heure que le directeur d'école ne devrait pas ainsi agir parce qu'il devait quand même trouver des voies et moyens pour prévenir la situation. Oui, il devait d'abord recevoir la fille et la consoler. Parce que d'abord, la fille, même, vous savez, imaginez dans quel état elle serait déjà. Déjà, elle est déjà sous des choses qu'on ne peut pas encore la rabrouer comme ça. Ça, là, c'est pas du tout bon. Elle est tombée enceinte, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, donc c'est pas ça. Et aussi, les autorités, au niveau de l'école, on doit revoir un peu les choses.
on doit revoir un peu les choses parce que on leur a confié aussi nos enfants. Et le temps que l'enfant passe à l'école, c'est eux en réalité qui sont responsables. Donc, ils doivent vraiment veiller par rapport à ça, prendre des dispositions qu'il faut pour que vraiment les enfants soient bien encadrés. Donc, les responsabilités sont situées. Tout à l'heure, on va rentrer dans... Oui, tout à fait. Sandra Diakou, vous avez déjà évoqué cet aspect que le pasteur Kadia vient de souligner, les maîtres qui, au-delà donc, de leur responsabilité administrative, devraient accompagner la famille à l'école. Mais quand on sait très bien que ces enfants sont pour la plupart du temps, ce n'étaient pas les ouvriers, les artisans, est-ce que c'est la faute vraiment à l'éducateur qu'est le directeur, par exemple, ou le maître? Oui, bon, en quelque sorte, parce que comme on le dit, la faute est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que l'école, les enfants passent plus de temps à l'école. Donc, en temps normal, l'éducation sur le plan sexuel, l'éducation doit déjà à 90% se reposer sur l'école. C'est-à-dire que c'est les enseignants qui doivent tout le temps échanger avec les enfants, parler avec les enfants, leur donner de bons conseils et les recadrer sur cet aspect. Si on prend les établissements aujourd'hui, on voit que il y a un seul cours. C'est pas, en notre temps, il y avait quand même des cours d'économie familiale, des cours de ci, beaucoup de cours quand même qui nous permettaient de pouvoir échanger avec nos enseignants et nos éducateurs là par rapport à ces sujets. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. À part le cours de sciences et de vie, la SVT là, à part ça qui ne parle que d'un seul aspect de la reproduction humaine, il n'y a plus rien. Après de la classe de 3e. Il n'y a plus rien. Donc, c'est ça, au fait, qui pose le problème aujourd'hui. Comment est-ce que l'éducation se donne à l'école? Comment est-ce que les enseignants accompagnent les enfants, surtout ces filles? Comment est-ce qu'ils contribuent à l'encadrement de ces enfants sur ce plan? Ça pose problème. Parce que, est-ce que vous pensez qu'on doit intégrer vraiment dans le système éducatif une approche comme elle le développe là, qui parle de la reproduction, en tout cas, de la connaissance de l'autre, l'information en tout cas à partir du primaire jusqu'à l'université par exemple? Oui, quand vous mettez sur pied un système, il faut qu'à des moments donnés on fasse pause et qu'on étudie. Et qu'on fasse pause, on étudie. Donc pour voir évaluation du système doit s'imposer. Voilà, pour qu'on voit. Moi, je souhaiterais qu'on intègre une discipline qu'on peut appeler hygiène et l'éducation sexuelle dans l'église, parce que nous pensons qu'on dit c'est des enfants, alors qu'ils connaissent des choses que nous-mêmes on ne connaît pas. C'est ça le problème. À cause du développement aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout aujourd'hui, les enfants déjà, ils connaissent beaucoup de choses. Et on prend certaines choses comme tabou, on ne doit pas en parler, et c'est ce que ça engendre. Donc on doit instaurer ça dans le système éducatif, qu'on éduque les enfants à l'école. Déjà, parce que à l'âge pubère, quand ils atteignent la puberté, il y a le développement physiologique et tout ça. Là, ils pensent que tout ça. Donc il faut attirer leur attention par rapport à ça. Donc il faut qu'on introduise une discipline dans ce sens pour qu'on parle de sexe, de tout aux enfants à l'école. Vous trouvez ça normal? Je trouve ça normal. Et ce n'est pas l'école seulement, même dans nos différentes églises. Parce qu'on voit que c'est tabou, on ne peut pas dire, alors que les enfants font déjà la chose. Oui. Et on veut dire quoi? Alors, donc on doit vraiment instaurer ça. Et qu'à tous les niveaux, que tout le monde s'implique dans l'éducation sexuelle des enfants. Est-ce que vous avez une fille? J'ai 3 filles. Vous discutez de ça avec eux? Bien sûr, j'ai 3 filles, je discute de ça. Aujourd'hui, je suis une grande-mère. Mon aînée, elle a 24 ans. Et elle a fait une fille. Donc, je vois que ça continue. C'est très important ce que le pasteur dit, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque criard d'information et d'éducation sexuelle. Et qu'il faut revoir, parce que c'est vrai, on est sur un programme qui vient toujours de l'extérieur. Mais quand on s'assoit et on analyse un peu comment les choses évoluent dans notre pays, est-ce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous manque? Depuis des années, on est en train de parler de ce sujet-là. Les grossesses. Mais est-ce que les gens éduquent réellement, concrètement, ils font de vrais travaux par rapport à cela? Non. Mais en tant que mère, lorsque vous abordez pareil sujet avec les enfants, est-ce qu'elles sont réceptrices parce que vous n'avez que des filles? Oui. Des fois, souvent, dans la plupart des cas, parce que nous, les parents, en tout cas moi en tant que mère, je calcule par rapport à leur âge, pour voir à quel moment je dois aborder le sujet avec eux. Donc, du coup, par exemple, ma fille qui est au collège, elle,
chaque fois quand il y a un sujet, elle l'amène vers moi et elle me pose le problème. J'échange avec elle, je profite en même temps pour parler. Et puis, j'ai commencé par lui parler. Quand elle a commencé sa puberté, quand elle a commencé par trouver ses menstrues, on essaie déjà de lui parler du sexe et tout, parce que c'est un truc qui est... Elles sont nées avec. Donc, il faut forcément en parler. C'est pas une partie de l'organe qui est à part et qu'on vient prendre pour venir corler au corps, non. C'est déjà là. Donc, il n'y a pas de tabou à discuter de ces genre de choses avec les enfants. Donc, du coup, même les enfants à la télé, ils voient des choses, même dans les dessins animés, on intègre tellement de choses qu'aujourd'hui, tu rentres à la maison, l'enfant, sans aucun gêne, te dit « Ah, maman, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé dans ton dessin animé. Oh, c'était bien, j'ai vu. » Et puis, l'autre a sauté sur l'autre, ils sont en train de s'embrasser, des trucs. Ça, tu tiques. Mais tu dois vraiment bien respirer et prendre ça comme chose normale pour pouvoir mieux discuter. Maintenant, si tu veux profiter de ça pour dire « Ah, ça, c'est pas un truc bien, je n'aime pas ça. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas bien. Ah, ça... » Donc, c'est à toi de savoir, mais il faut être toujours présent et échanger avec les enfants. Mais aujourd'hui, on parle de l'établissement. Pourquoi? Parce que les parents aujourd'hui, vu la situation économique, tout le monde court. On n'a plus le temps, la disponibilité pour être tout le temps avec les enfants. Même si les parents veulent, n'arrivent pas. Donc, l'éducation de toute la majorité doit reposer sur l'école où ils doivent passer des informations sur la sexualité et voilà, pour aider les parents aussi, pour les accompagner dans leur rôle d'éducateur sexuel, sur le plan sexuel. Pasteur Kadia, la plupart du temps, le papa qui doit quand même être l'ami de sa fille à la maison pour l'accompagner est considéré comme le bourreau de cette dernière. Il y en a qui agressent leur fille parce que simplement elle est venue à la maison accompagnée peut-être d'un homme dehors, on ne veut pas savoir de quoi tout ça retourne et finalement c'est les grossesses que les enfants ramènent. Donc les papas sont beaucoup plus indexés ici comme les acteurs principaux de cette mésaventure des filles à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ok, bon, les papas, bon, moi je dirais parce que vous savez, quand vous prenez le foyer, il y a certaines choses rentrées dedans. Par exemple, quand tu prends les filles, moi je souhaiterais que ça soit mieux les femmes, leur maman qui leur parle de ces choses. Moi j'ai 2 garçons, 2 filles. Les garçons, c'est moi-même qui s'occupe d'eux. Des fois, je peux prendre mon premier garçon. Bon, il travaille déjà quand il avait eu le bac à l'âge de 17 ans. Mais de temps en temps, je le prends dans la voiture, on s'en va et je commence par lui poser des questions. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des filles qui t'approchent de toi? Est-ce que des fois, tu as envie de vous voyez, la même chose, la maman aussi doit commencer, surtout quand les enfants commencent à avoir leurs règles. Parce qu'il y a certaines mamans, même ils ne savent même pas quand est-ce que leur fille a eu la première menstruée. Alors que c'est en ce moment-là, tu vas lui dire, ah, ça c'est bien, ça veut dire que tu es femme maintenant là, tel que tu es maintenant, ça veut dire que vraiment tu seras mère demain, mais ce n'est pas le moment, ainsi de suite, il y a un temps pour chaque chose, donc on doit rentrer, et également avec mes enfants, que ce soit les filles, j'en parle avec eux, je dis, mais vous aurez le temps pour faire tout demain. Aujourd'hui que tu veux te cacher pour aller chez garçon, mais si tu attends, tu as le garçon toute la journée si tu veux. Donc il suffit que les enfants comprennent. Maintenant, si nous-mêmes on ne leur donne pas l'information, ils auront une autre information ailleurs. Alors que nous nous sommes bien positionnés pour leur donner les meilleures informations. Les meilleures informations, c'est ça, les parents filles, on voit que non, ils sont enfants, on ne peut pas rentrer dans ça. Non, moi je discute de tout avec mes enfants, de tout. Et même au niveau de mon église, il y a des séminaires qu'on organise uniquement pour les jeunes, pour leur parler de toutes ces choses. Donc c'est important, c'est important. Alors les ONG et puis même l'État central s'impliquent, vous l'avez tout à l'heure dénoncé, depuis des années on parle du phénomène, mais malheureusement on constate que chaque année ça s'amplifie. Au Kenya par exemple, les chiffres sont alarmants, plus de 13 000 jeunes adolescents, ça va de 10 à 14 ans. Qui chopent une grossesse en pleine année scolaire. Vous pensez qu'on est en train de travailler contre l'émancipation de la femme comme ça? Bon, déjà travailler contre l'émancipation de la femme, ça je ne peux le dire. Mais bon, si moi je prends par exemple le cas du Bénin, je sais qu'un enfant sur 5 tombe enceinte. Au cours de l'année scolaire. Au cours de l'année scolaire. Et c'est très alarmant parce qu'aujourd'hui, on sait que nous avons besoin des filles aussi, nous avons besoin des femmes à des postes de responsabilité et tout. Et si ça commence par là, on en aura moins. On en aura moins parce que
discuter, débattre autour d'un sujet qui concerne l'État, qui concerne la nation, forcément, c'est des deux côtés. On a besoin des deux sexes. Donc maintenant, le fait que cela soit... Les ONG sont là, ils travaillent. Mais la majorité des ONG ici, par exemple au Bénin, ils travaillent pour l'argent. Ils ne travaillent pas pour atteindre les objectifs. Vous pensez? Moi, je pense. Je dis la majorité. Il y en a qui travaillent, eux, on sait. Mais la majorité des associations qui existent, qui crient, ouais, ils font ça pour les filles, ils travaillent pour l'argent. Donc, il faut que les gens cessent, qu'ils arrêtent de jouer à l'hypocrisie. Sinon, jamais, on ne va pas crever cet abcès-là. Donc, il faut que les gens puissent vraiment sensibiliser. Et en plus, ce qui est marrant dans ce truc, la majorité de ces gens qui pensent qu'ils se mettent devant pour donner cette éducation sexuelle aux gens, ils le font, mais que ce soit dans le foyer ou bien dans leurs entourages, ils ne montrent pas l'exemple. Donc, du coup, quand on te voit à la télévision parler, on te voit rencontrer des gens, tu parles très bien, mais dans ton entourage et dans ta maison, ça ne se passe pas comme ça. Alors, quel exemple? Parce que les gens regardent ça aussi. Quel est l'exemple que toi, tu es en train de donner? Est-ce que ce que tu fais, c'est vrai? Est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Et il y a le problème de tabou lié à la culture qui est en train de créer des problèmes. Aujourd'hui, le sexe est devenu tabou. Pourquoi en quoi le sexe sera tabou? Parce que le fait que le sexe est tabou, les parents, même quand ils veulent en parler, c'est compliqué pour eux d'en parler. Aujourd'hui, les parents, il y a des parents qui n'ont pas reçu cette éducation, il y a des parents qui sont nés orphelins, il y a plein de parents. Donc, du coup, il faut quand même qu'une information soit portée en masse vers la population pour les aider, même les parents, pour les aider à mieux discuter avec leurs enfants. C'est très important. Les ONG, Pasteur Kadia, vous en connaissez aussi, qui travaillent dans le même domaine. L'État élabore des textes de loi en la matière, mais malgré cela, et toutes les sensibilisations qui sont faites, même au niveau des églises, le phénomène perdure. Est-ce que vous avez l'impression que ces acteurs-là ont échoué? Non. Ils n'ont pas échoué, je ne peux pas être pessimiste sur ça. En fait, si nous cernons bien les causes, parce que quand nous allons citer les causes, oui. La première cause, c'est les enfants, eux, et les filles là, elles-mêmes. Parce qu'il y a des filles où vous allez tout dire. Les gens ont fait le travail là encadré pourtant, n'étant pas prêtes à obéir, parce qu'il y a une part de responsabilité des filles là en question dedans. On va lui dire tout, mais ça rentre par ici, ça sort par ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On ne peut que prier pour ces filles-là. Parce qu'il y a certains font le travail, donc c'est ça. Maintenant, il y a le système éducatif aussi. Les enfants, aujourd'hui, le monde a évolué, les enfants passent trop de temps à l'école. Il y a des gens qui ont 20 ans, 21 ans, sont en kaki. Qu'est-ce que vous voulez? Et après, même après 6e niveau secondaire, ils sont incapables, ils ne peuvent rien faire. Donc, on doit revoir ces choses. Déjà, parce que les enfants sont prêts aujourd'hui d'être indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont pressés. Ils sont vraiment pressés, le monde évolue et tout ça là. Et un enfant à 21 ans, 22 ans en kaki, qu'est-ce que vous voulez? Donc, le temps, on doit revoir. Vous avez parlé du système, on doit revoir le système. Autre chose, c'est que il y a de cela quelques années, l'enseignant considérait toi-même demi-dieu. Quand nous, on était écoliers, quand tu vois ton enseignant venir, tu fuis. Tu ne veux même pas qu'il te voie. Aujourd'hui, les élèves et les professeurs sont attirés à toi. Et quand il y a familiarité, tout peut arriver. Oui, l'enseignant n'a plus respecté comme cela. Ça dit, il doit se mettre à la hauteur, prendre ses enfants-là. Quand tu vois des fois des professeurs avec les filles, mais tu es étonné. Donc, les réseaux sociaux, on ne cerne pas bien. Même les ONG, ils vont faire leur travail. Si on ne revoit pas le système éducatif, on ne revoit pas la relation des enseignants, la familiarité qu'on voit entre les enseignants. On dit, monsieur, tout ça. Nous, à notre temps, toi, tu vas dire à ton professeur, monsieur. C'est pas possible. Donc, les choses-là sont situées à plusieurs niveaux. Donc, les ONG peuvent être en train de faire leur travail. Même les enfants entre eux-mêmes, les mauvaises compagnies, les conseils et tout ça là, le suivisme, tout ça là, et tout ça. Non seulement ça, on va enseigner. Les parents, vous voyez le problème de la pauvreté. Parce que
les statistiques, quand j'ai vu les statistiques au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 4%, c'est-à-dire les auteurs de ces grossesses-là, c'est 4% qui se situent au niveau des enseignants et les élèves. C'est 4%. Oui. Maintenant, la majorité, 96%, c'est les artisans, c'est les ouvriers qui sont à côté, parce que vous allez voir certains collèges, il y a des mécaniciens, menuisiers autour de là, et les enfants font de va-et-vient, ils regardent toutes ces choses-là se développent. Donc, si on ne scène pas bien les causes pour mettre sur pied les stratégies qu'il faut, donc on ne peut pas s'en sortir. Donc, le problème de pauvreté se pose. Parce que vous allez voir, regardez à Cotonou aujourd'hui, pour louer une chambre salon, ça fait combien? 2 chambres salon. Alors que quand vous prenez un couple, vous êtes mari, femme, je suppose que vous avez 4 enfants ou 3 enfants. Normalement, les garçons doivent avoir leur chambre et les filles doivent avoir leur chambre. Maintenant, quand tu prends aujourd'hui, ça veut dire qu'une famille normale doit avoir un salon, 3 chambres à coucher. Pour que les garçons aient leur chambre, les filles aient leur chambre, papa et maman aussi aient sa chambre. Maintenant, ça coûte combien 3 chambres et salons à Cotonou? Ou bien dans les grandes villes. Maintenant, la pauvreté est les gens sont dans chambre, salon, et ils font des enfants, ils sont là. Maintenant, elle a dit tout à l'heure que tout le monde court. Papa est allé chercher l'argent. Maman est allée chercher l'argent. Les enfants sont livrés à la télé et à eux-mêmes. Et dans la journée, ils voient des choses à la télé. Maintenant, le soir, et enfants, garçons et filles sont ensemble. Ils vont essayer ce qu'ils ont vu à la télé. C'est ça. Donc, il y a le problème de pauvreté. C'est pour cela que l'État doit œuvrer à ce niveau, créer les conditions pour que les gens soient à l'aise. Parce que quand tu n'as pas le minimum aujourd'hui, l'enfant, il voit l'autre venir à l'école, change chaussures, change ceci. Un artisan va mettre 1000 francs, 5000 devant, et c'est fini. Donc, si on ne scène pas bien, c'est pas les ONG font leur travail, tout ça. Si la condition des parents même ne change pas pour donner le minimum à leurs enfants, pour mettre les enfants dans le cadre qu'il faut, le problème va toujours continuer. Alors, Sandra Garo, vous voyez aussi la pauvreté dedans? Mais bien sûr, tout ce qu'il a dit est vrai. Il a raison. Parce que quand moi, j'en débat à la maison, par exemple, moi, ma fille me dit qu'il y a des jeunes filles qui, elles envient d'autres personnes, donc elles-mêmes, elles s'en vont prendre une grossesse pour être libres. La grossesse, oui. Ça donne la liberté? Moi, je viens d'entendre ça. La grossesse donne la liberté. Donc, les filles même se décident à choper une grossesse pour être libres. Comme ça, si elles sont mamans, plus personne ne va s'imposer à elles et elles pourront faire ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas pensé en ce moment aux conséquences. Donc, c'est très important qu'il faut vraiment éduquer les filles. Il faut vraiment les éduquer pour leur parler de l'importance et ces filles doivent s'asseoir pour penser à leur avenir. C'est très important. Donc, il y a aussi le problème où ce qui se pose, tout le temps, on impose aux enfants, vous devez aller à l'école. Non. Il y a des gens qui peuvent aller vers autre chose et être autonomes. Pas forcément aller à l'école et suivre ce cursus scolaire. Donc, il faut l'orientation aussi. C'est-à-dire que quand tu sens que l'enfant dit « Vraiment, ça ne me plaît plus de faire ci, de faire ça », l'enfant peut être orienté ailleurs pour pouvoir suivre son parcours et évoluer dans la vie sans pour autant aller de façon stricte à l'école. Maintenant, parmi les causes aussi, il y a le mariage. Ce n'est pas seulement les artisans et tout. Il y a le mariage précoce. Aujourd'hui, le mariage forcé continue. Ça continue. Parce qu'il y a des ONG qui en parlent, ça continue et ils militent beaucoup pour ça. Il y a les violences et abus sexuels parce que des fois les enfants sortent de l'école et s'ils sortent tard ou bien quand les parents commandent les enfants, il y a les jeunes du quartier des fois qui les trouvent quelque part et puis qui abusent d'elles. Donc voilà des sujets qui arrivent. Par exemple, moi j'ai appris de la bouche d'une amie qu'elle avait une petite fille qui était voisine à un couturier ou bien quelque chose comme ça. Et puis son jeune apprenti, a abusé de cette petite fille de 6 ans. Et on l'a chassé pour ça. Donc il y a de ces problèmes, mais c'est vaste. C'est vaste. Alors, Pasteur Kadia, tout d'abord, c'est vrai que ça ne va pas directement dans le cadre des grossesses en milieu scolaire, mais c'est aussi ça,
les États fédéraux au Nigeria aujourd'hui, avec leurs chefs, ont décidé par exemple de passer à la vitesse supérieure. Quiconque serait donc accusé de viol sur mineur sera castré. Est-ce que vous pensez qu'une pareille mesure généralisée au continent, par exemple, va freiner la situation? Non, moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Cette extrémité-là n'est pas bonne. Non. Mais c'est-à-dire, il y a des lois qui sont là, mais qu'on n'exécute pas. C'est ça. Même les parents même ne sont pas d'accord. Il y a certains parents même, par exemple, imagine un professeur enceinte, une fille. Certains parents sont d'accord. Je pense que leur fille a eu l'occasion d'avoir un enseignant comme mari. Oui, l'ignorance. Parce qu'elles sont déjà fatiguées. Si la fille tombe enceinte, c'est un bon débarras. C'est censé qu'elle était enceinte, pas un enseignant. Et on cache ça. On cache ça, on ne veut pas parler de ça. Donc, il faut que nous prenions des discussions, mais quand même, il doit y avoir des sanctions pour des gens qui posent des actes comme ça. Les auteurs, en principe, doivent être sanctionnés. Oui. Si c'est un élève, il doit être sanctionné. Si c'est un enseignant, il doit être sanctionné. Si c'est autre chose, il doit être sanctionné. Parce que s'il n'y a pas de sanction... Mais si, par exemple, l'auteur de la grossesse est un élève de basse classe, qui n'est pas encore mineur, est-ce que vous pensez que l'enfermer, c'est une bonne chose? Non, on voit pas les éducateurs... Parce que toute forme de punition ici, ce serait forcément privative par rapport à son déplacement. Non, on punit l'enseignant. On peut convoquer des gens pour régler ça. Ça dit, s'il y a trop de laisser aller, ça, on ne peut pas arrêter ça. Il faut que les gens dénoncent. Il faut que... Il y a des... En tout cas, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Ils vont appeler les psychologues et tout ça, là, les juges vont voir. Si c'est un élève, comment on fait? Si ce n'est pas un élève, comment on fait? Parce que s'il n'y a pas de dissuasion, les gens ne l'ont pas fait. Bon, il a fait. Il continue de venir à l'école. La fille, c'est elle qui est restée à la maison. Lui, il continue à allègrement ses coups. Et après, lui, il va évoluer, arriver à un niveau donné, va voir que, son rang ne permet pas de prendre la fille là. Il continue son chemin. Vous comprenez ce qu'il dit? Il va continuer dans les il continue, mais il a vu que, alors que c'est toi qui as hypothéqué l'avenir de la fille, exactement. Mais toi, tu as continué tes études normalement, après tu es allé à l'université, et comme tu es allé à l'université, maintenant tu as fini, tu as vu que non, cette fille que j'ai enceintée au collège là, n'est plus de mon genre, je vais prendre une étudiante et tout ça là. Ouais. Donc il faut qu'on prenne des dispositions aussi pour sanctionner les élèves qui se comportent comme ça. Vous ne souhaitez pas la mesure drastique prise au Nigeria pour castrer d'autres. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous? Je ne peux pas proposer comme ça, du coup. il faut décortiquer chaque problème et proposer des solutions. Il y a plusieurs solutions. Si, par exemple, c'est un élève qui est l'auteur de la grossesse, il faut le punir. L'est-ce du système? Non, pas forcément qu'il va être, si c'est un élève, est-ce qu'il est mineur ou bien machin, mais je pense qu'il faut quand même trouver les voies et moyens pour pouvoir le punir, pour lui montrer, et puis après l'avoir puni, il faut qu'on puisse aussi échanger avec lui. Il faut qu'on puisse forcément lui faire rencontrer un psychologue qui va échanger avec lui, et puis des responsables, des gens qui maîtrisent beaucoup, c'est-à-dire, comment je vais dire, des coachs, pour pouvoir les aider à comprendre qu'ils ont un avenir devant eux et que c'est l'image que tu te donnes aujourd'hui qui te rattrape demain. Donc, je pense que c'est ces genres de mesures. Maintenant, si c'est des gens qui ne sont pas mineurs et tout, il faut les enfermer. Il faut les enfermer pour qu'ils puissent comprendre, parce que des fois, ça va leur permettre de faire une introspection et de comprendre que ce n'est pas normal l'acte qu'ils ont posé. Alors, la proposition du pasteur Kadiator va maintenant vous demander si, par exemple, l'auteur de la grossesse se retrouve être un écolier ou un élève, qu'il soit mineur ou pas. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui imposer la jeune fille, quelle que soit sa condition après? Comme alternative? Lui imposer la jeune fille, franchement, je ne peux pas le dire. D'imposer forcément la jeune fille, mais il faut forcément une rencontre entre les parents. Il faut pouvoir amener l'enfant à comprendre qu'il a une responsabilité à assumer et commencer par le rendre responsable pour qu'il sache qu'il a un enfant, il a une grossesse et il doit assumer la responsabilité. Je pense que si on le lui impose comme ça, il va devenir très tôt responsable et savoir que prochainement, je dois faire attention pour ne pas mettre encore une autre enceinte, parce qu'on connaît des gens qui ont engrossé plusieurs fois. Parce qu'on ne dit rien, il fait ici, après il va voir Fatima, il va la grosser, après il voit Sarah, et puis il engrosse. Et même dans les administrations, il devient un harceleur sexuel. Voilà les conséquences. Donc je pense qu'à la base, en plus de la punition, il faut pouvoir les coacher, discuter avec eux, et puis essayer de leur faire comprendre la situation.
Alors, pasteur Kadja, votre titre de pasteur, cette fois, donc, est interpellé. Au niveau de l'Église, on sait quand même qu'on partage, même si la loi ne définit pas clairement ce qu'on met dans les bonnes mœurs, mais on sait que quand même l'Église véhicule cela. Qu'est-ce qui est fait? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les filles des athées qui sont victimes. Oui, c'est toujours l'enseignement. Au niveau de l'Église, et nous, vous savez, l'Église, quand on vient à l'Église, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des moments donnés, on organise des séminaires aux parents, aux élèves et tout ça. Là, on discute de ces choses. C'est pas l'Église, nous faisons ça. Et au niveau de l'Église, ça c'est sérieux. Même toi-même, au niveau de l'Église, quand tu es un pasteur, parce que la Bible a dit, quand tu es un pasteur, tes enfants ne se comportent pas bien, tu es disqualifié. Oui, la Bible dit qu'un pasteur doit être capable de discipliner ses enfants. Donc, au niveau de l'Église, c'est vraiment sérieux et nous y pensons, nous travaillons par rapport à ça. Et c'est la formation. Bon, il y a certains enfants qui sont récalcitrants, ils ne veulent pas écouter, ça arrive, même dans les églises, ça arrive. Donc, on ne peut que prier pour continuer la sensibilisation pour que vraiment ça puisse aller. Sandra Diakho, est-ce que vous pensez que la famille, au-delà donc de l'Église, par exemple, peut suivre le système éducatif, peut-être, comme il avait été dit, vous parlez par exemple du cas du Bénin où l'approche par les compétences exigeait que les parents s'actualisent pour pouvoir donc accompagner les enfants à la maison, que les parents sont invités désormais à l'école pour accompagner également l'enseignant dans ce rôle-là, c'est possible? Oui, mais les parents, ils vont accompagner les enseignants, mais les parents aussi ont leur rôle à jouer à la maison. Donc, chacun a son rôle à jouer et chacun aussi peut accompagner l'autre. Donc, je pense que ce qui est important au niveau des parents, c'est de pouvoir communiquer avec leurs enfants. Le sexe, ce n'est pas un sujet tabou. Le sexe, est là. Sans le sexe, l'enfant ne sera pas là. Donc, je ne sais pas pourquoi ce serait compliqué de parler de sexe avec les enfants. Et tant que tu n'abordes pas, tu ne vas pas comprendre quel être est ton enfant qui est devant toi et savoir quelle approche suivre pour pouvoir échanger avec cet enfant. Tu peux avoir ton enfant qui est introverti, qui ne parle pas, qui ne dit rien. Mais non, c'est par rapport à l'approche que tu fais et sur cet enfant que l'enfant va pouvoir s'extérioriser, te dire ce qu'il y a dans son cœur. Parce qu'il y a des enfants qui subissent plein de choses, mais qui ne racontent jamais. Donc, si tu ne l'approches pas, il ne te dira jamais rien. Il va prendre cette décision et agir seul. Donc, c'est aux parents de veiller à cela et de pouvoir suivre son enfant. Maintenant, les enseignants aussi ont leur part de responsabilité. La loi aussi a sa part de responsabilité parce que la loi faillit beaucoup. La loi est là, mais les lois ne sont pas appliquées. Les lois ne sont pas appliquées. Donc, du coup, il faut que l'État, ce n'est que l'État, parce que quand on dit tout le temps, vous critiquez l'État, non, l'État, c'est comme un père de famille. C'est comme un père de famille. Tu peux rentrer dans une famille et pouvoir prendre des décisions sans le père. Et c'est comme ça l'État. Donc, l'État a un grand rôle à jouer. Les ONG, quand ils mènent des actions, il faut qu'ils vulgarisent. Il faut qu'ils passe l'information pour que les gens savent qu'il y a ci, qu'il y a ça, pour que la grande masse puisse être au courant. Et il faut toujours... Le cinéma, je reviens là-dessus parce que moi, je suis une actrice de cinéma, c'est un secteur très important qui peut vraiment sensibiliser sur ces genres de choses. Mais tant que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir le faire, rien ne se fera. C'est ce même cinéma qui renvoie les films extraordinaires aux enfants qui n'ont même pas l'âge. Vous avez évoqué tout à l'heure les dessins animés qui sont censés quand même apporter mieux-être, d'éveil aux enfants, mais malheureusement aujourd'hui incorporés. Oui, mais pas ça, pas dans notre culture, d'autant plus que nous avons une certaine culture. La culture européenne n'est pas la culture africaine. Alors, donc il faut qu'on puisse... pour que vous, actrice de cinéma, vous puissiez donc adapter les réalités africaines au cinéma afin donc d'occuper l'espace médiatique, parce qu'aujourd'hui vous avez laissé l'espace libre et puisque la nature a horreur du vide, les Européens ont occupé. Oui, mais l'espace est libre parce que nous n'avons pas les moyens pour le faire. Moi je suis actrice de cinéma, si un réalisateur ne m'appelle pas pour faire un truc, je ne peux pas. S'il appelle et il m'apporte un scénario qui n'est pas conforme à la chose, si moi je ne suis pas d'accord, je dis non, je ne joue pas à ton film. Ou bien, si c'est un bon film, on joue et puis ça passe. Donc du coup, je pense que même l'Europe, comment il a fait, l'Europe est passée par des établissements. Il y a des sous qui sont investis pour que cela se fasse et que des films qui sensibilisent se fassent. Donc c'est l'État qui investit dans tout ça. Pasteur Kadja, la loi a failli, l'école aussi. Est-ce que vous pensez que, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect qui est très important, quand vous étiez écolier, ce n'est pas possible que vous puissiez croiser votre instituteur ou votre professeur dans la rue. Aujourd'hui, ça se fait.
le retour, par exemple, de la chicotte, parce que depuis peu, on ne frappe plus donc, les enfants à l'école. Donc, même si le professeur gronde, même il y en a qui se fâchent et ça interpelle l'administration. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire retour de la chicotte à l'école? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? C'est que vote la loi. Ce que moi, je sais, en principe, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible a dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant et avec la chicotte peut être délivrée. Ce n'est pas chicotte à tout moment, ce n'est pas chicotte à tout vent. Il y a des moments donnés, quand tu fais un enfant là, il sait que ça là, c'est pas bon. Maintenant, on a dit qu'on ne doit plus. On ne va plus chicoter. Donc les enfants n'ont plus peur de rien. Maintenant, on dit que le monde a évolué, ceci. Donc, moi, je frappe. Mais à un certain âge donné, c'est parler. Parce que quand l'enfant... Parce que la chicotte ne joue pas trop le rôle. L'enfant, tu es là, bon, papa est là, il rentre dans ses cookies, ici, il fait ça, maintenant papa va me frapper. Mais quand tu n'es pas là, donc c'est pour cela que ce n'est pas chicotte celle qui règle le problème, c'est la sensibilisation. Si l'enfant prend conscience, c'est fini. Donc c'est un rôle permanent des parents. En faisant asseoir tes enfants, tu leur dis, écoutez-moi très bien, si vous réussissez là, vous ne réussissez pas pour moi. Moi, je dis à mes enfants, je n'espère rien de vous. Ma retraite là, je vais assurer ça. Donc si vous réussissez, c'est d'abord pour vous. C'est après, ils vont dire, bon, on ira voir ce vieux et la vieille là-bas. Moi, ma maman vient encore, depuis combien de temps je suis allé chez elle. Donc, sensibiliser les enfants pour leur montrer que quand tu réussis là, d'abord, c'est toi-même. C'est pas moi. Tu réussis, c'est toi-même. Donc, si on se bat, on vous sensibilise, tout ça, il faut prendre conscience de ça. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour étudier, réussir sa vie, et il y a un temps pour faire les autres choses. Donc, c'est la sensibilisation qui est la chose fondamentale. Ce n'est pas chicotte à tout vent. Un enfant qui a déjà 15 ans, 16 ans, tout ça, là, la chicotte, c'est plus affaire de chicotte. Sandra Diarou, est-ce que vous pensez que cette rigueur-là vaut la peine aujourd'hui? La chicotte? Oui. Non, la chicotte, même en notre temps, la chicotte ne nous dit rien. On se prépare pour prendre la chicotte. Si tu veux faire quelque chose, tu vas le faire. Tu vas le faire. Les enfants sont têtus. Ils savent que tu vas le taper, puis ça s'arrête là. Mais ça ne change pas la vision de ce que l'enfant veut faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et puis il y a les enseignants qui frappent les enfants de façon anarchique, sans raison. Donc, je pense que c'est dans cette option que les gens demandent à ce qu'on laisse tomber ça. Mais malgré que cela est dit, est-ce qu'il y a un suivi? Il n'y a pas de suivi. Donc, les enseignants, ils continuent toujours de frapper les enfants. Donc, ça, c'est pas la chicotte. Je pense que c'est la communication. Il faut pouvoir communiquer avec les enfants, les sensibiliser pour que les enfants puissent comprendre, c'est-à-dire les conséquences, pour qu'ils puissent voir imaginer les conséquences de ça dans leur vie. C'est ça qui est important, surtout les filles. Et puis les garçons aussi, il faut aussi les éduquer parce que tout le temps, on tourne le regard vers les filles pour dire « Ah, les filles ne doivent pas faire ci, c'est les filles qu'il faut éduquer. » Non, c'est faux. Il faut éduquer les garçons aussi. Parce que le garçon qui n'est pas bien éduqué, quand il va sortir avec un enfant, même s'il a n'importe quelle envie et qu'il ne commence pas à aller au lit avec cet enfant, il doit savoir que là où nous sommes, la grossesse peut tomber. Donc, je dois pouvoir me préserver. Mais les enfants ne pensent pas à ça. Il y a les préservatifs qui existent. C'est parce que les gens ne discutent pas vraiment avec les enfants. Aujourd'hui, le planning familial, ce n'est pas forcément pour les couples. Les jeunes aussi peuvent aller au planning familial pour pouvoir garantir leur avenir. Donc, mais moi, je pense que la base, d'abord, c'est le problème de la pauvreté qu'il faut régler. On va régler ça. C'est à la base de toute chose. Progressivement, les politiques vous répondront. Alors, Pasteur Kadia, aujourd'hui, les contenus, par exemple, des médias, est-ce que vous pensez que l'État peut censurer? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un laisser-aller dans ce sens-là, ou par exemple, des dessins animés, les télévisions publiques. Les chansons. On va venir tout à l'heure à ce niveau-là. Les dessins animés, les pouvoirs publics ne font rien, ne censurent rien. Vous découvrez comme tout le monde, et les enfants même de 2 ans, 3 ans voient des scènes obscènes. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'État aussi a sa part de responsabilité dedans. Parce que ce qui se passe au niveau des médias, c'est pas normal.
C'est pas normal. Après, on se prend pour dire, il y a tel nombre de filles qui sont tombées enceintes dans cette année. On fait les statistiques. Qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ça? Donc, on doit vérifier. Il y a les autorités de régulation des médias. Je ne sais pas leur rôle. Est-ce que c'est pour fermer les médias ou tout ça là, qui est leur programme bien, vérifier les programmes pour se dire, mais s'il y a certains programmes là, à telle heure, vous ne devez pas passer tel genre de programme, passer ça à la nuit. Et les parents doivent prendre les dispositions. À partir de 22 heures, les enfants doivent aller au lit. Si c'est établi comme ça, on sait que les enfants, les parents prennent leur responsabilité. À partir de 22 heures, ils doivent aller au lit. Et des films qui ne sont pas édifiants, c'est à partir de 23h01, le problème est réglé. Mais même en plein jour, les gens s'embrassent, ainsi de suite, et les enfants voient ça. Donc l'État on doit penser à ça aussi pour voir comment voir passer. C'est ça qui est dit plus maintenant. Parce que les parents, comme elle a dit, tout le monde court pour avoir l'argent, maman court, les enfants sont livrés à eux-mêmes et aux médias. Maintenant, si ce qui se passe sur les médias, ce n'est pas édifiant, ça va détruire les enfants. Sandra Diakhou, vous parlez des clips vidéo qui, à longueur de journée, inondent également le quotidien des parents et des enfants également. Alors, à ce niveau, tout ce qui est véhiculé, surtout par rapport à la femme, est-ce que vous en êtes fiers? Moi, je n'aime pas du tout, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas parce que je pense que c'est une culture qu'ils ont copiée de l'extérieur. Parce que la femme, c'est vrai que la femme, elle est belle. Elle est belle, il faut la valoriser. Dans le clip, les gens aiment, puis ça fait du buzz. Les gens regardent parce que ça leur plaît. Mais quel est le message qui est véhiculé à travers ça? Ça montre que la femme est une femme de mœurs légères. Et puis même dans certaines chansons, on parle du sexe à longueur. Au fait, c'est devenu comme monnaie courante, c'est rien du tout. Tu en parles aux enfants, ils disent, oh maman, tout le monde en parle. Voilà, tout le monde en parle et c'est ça qui est dangereux. Ce dont tout le monde en parle là, c'est ça qui est dangereux. Parce que même quand on te dit ce que tu vois qui brille là, c'est pas de l'or. Donc quand tout le monde en parle, c'est pas bon. Est-ce que toi, tu peux t'habiller comme ça? Sinon, non. Donc du coup, moi je pense qu'il faut qu'on puisse sanctionner ces artistes ou bien les gens qui font ces genres de clips parce que ça n'éduque pas. Ça n'éduque pas. Une femme, quand elle a un âge donné, qu'elle est majeure, si elle veut s'habiller d'une certaine manière, elle va le faire. Elle va le faire. Mais il y a des limites. Il y a des limites parce que le corps de la femme, c'est sacré. Et c'est une éducation. Nous, notre éducation africaine ne nous permet pas de mettre tout en exergue, de porter des petits trucs, les fesses sont au dehors des trucs. C'est pas normal. Donc, du coup, je pense qu'il faut que les gens puissent censurer à ce niveau. Même quand on voit des clips comme ça, peut-être ils veulent passer ça sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a la loi du numérique qui est là, qui attend. Donc, on doit passer par tout ça. S'ils veulent faire ce qu'ils veulent ailleurs, ils peuvent le faire. Mais des chaînes comme la chaîne nationale, certaines chaînes quand même très importantes, Sika TV, vous ne devez pas accepter passer ces genres de trucs. Parce que vous êtes aussi là, vous contribuez à l'éducation, vous contribuez à la sensibilisation, vous contribuez à la valorisation des bonnes valeurs, de nos coutumes et us. Et donc, il est très important qu'on puisse censurer, c'est la HAC, puisse censurer tout ça et interdire certaines choses. Elle est beaucoup plus excellente dans la fermeture des médias. Alors, Pasteur Kadia, des femmes à la limite nues qu'on présente à travers les clips pour vouloir prétendre donc valoriser la femme et la culture. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas du tout normal. Parce qu'il y a même des clips chrétiens, si vous le permettez, qui véhiculent parfois ces messages-là. Non, moi je doute de la chrétienté de ces gens. Oui, ça la Bible, on ne peut pas exposer la nudité. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et des fois, moi, je vois certaines filles sortir là. J'ai dit, ils ont quitté quelle maison? Tu vois des filles comme garçons, hein? Tu vas voir l'habillement, tu te dis, mais est-ce qu'il habite dans une famille chez ses parents? Et ils sortent comme ça, c'est ça le problème. Et aussi, vous savez, des fois, d'autres choses qui jouent à ça, il y a des foyers disloqués aujourd'hui, des divorces. L'enfant, maman n'est plus là, ou bien papa abandonné, chose là, aller prendre une autre femme là-bas, tout ça là. Ça aussi contribue et personne ne dit plus les enfants sont livrés à eux-mêmes. Parce que le rôle fondamental là, c'est les parents, parce que c'est vous qui avez mis les enfants au monde. Exactement.
C'est vous qui avez mis les enfants au monde. Le rôle fondamental, c'est les parents. Mais vous avez demandé également à l'État de jouer également sa partition et surtout à l'école de prendre ses responsabilités. Et puisque elle relève de la famille pour ce qui concerne l'éducation de l'enfant, parce que l'éducation et l'instruction ne sont pas les mêmes choses. Non. Merci donc à vous, Sandra Adjaro, actrice de cinéma. Merci à vous, Kwasi Athanase Kadia, pasteur et coach en développement intégral, pour vos contributions sur ce sujet dont on va parler encore longtemps à partir du moment où le phénomène va perdurer. C'est la vie de la femme qui est en jeu et il faut que chacun joue donc sa partition. Merci donc à vous. C'est la nôtre que nous avons jouée sur Ici et Ailleurs et à très bientôt.